bonjour à chacun d'entre vous. Le temps est inversement proportionnel à l'amitié et à l'affection que j'ai pour François Blanchet. François Blanchet, c'est le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, conseiller régional, président de l'agglomération de Saint-Gilles. C'est une amitié qui a débuté lorsque nous étions étudiants, il était juste en dessous. C'est moi le vieux. Et donc aujourd'hui, il va se raconter dans cette émission. Et pour moi, c'est une vraie joie simple de rencontrer un élu, un homme public et un journaliste, puisqu'il est le rédacteur en chef de Money Magazine, qui a un cœur et qui met ses tripes sur la table. Depuis ici, la Chapelle-Palot, on va aller boire un verre au marché au vin. Alors avec modération, les enfants, parce qu'il aime le bon vin. Et notamment le vin de la Maison Mourat. Mais avec ce temps-là, on n'a pas pu faire comme on en a envie. Voilà pour cette introduction et le début de cette super rencontre avec François Blanchet. C'est malin. C'est malin de se donner rendez-vous au milieu. Bonjour Hervé. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Je suis très content de te recevoir dans cette émission. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Ça n'a pas été facile de caler ce temps sur son agenda. On travaille combien d'heures par jour quand on est maire? Président de l'agglo et malheureusement, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est au moins 12. Quelle est la vraie joie qui est la tienne et ta plus grande source de satisfaction dans tous tes mandats? Heureux. En fait, c'est vraiment de pouvoir aider les gens. C'est-à-dire de pouvoir aider les gens, de pouvoir être proche des gens, de pouvoir régler leurs problèmes. Et en fait, c'est un petit peu l'avantage qu'on a en étant élu local, avec les pieds ancrés dans la glaise, comme aujourd'hui. C'est vraiment de pouvoir être proche des gens, de pouvoir faire bouger nos territoires, de pouvoir voir nos villes changer, se construire, se modeler. Et puis, comme disait Chirac, être à portée d'engueulade. D'accord. C'est important. Et ça, c'est le cas? Ouais. C'est vraiment le cas parfois, c'est pénible? Tout le temps, mais c'est très bien. D'accord. On est là pour ça. Les gens nous disent rarement quand c'est bien, ils viennent nous dire quand ça va pas, et c'est normal. Mais c'est vraiment l'avantage de nos mandats locaux, c'est vraiment d'être au contact de la population. Il y a des similitudes avec le métier de journaliste. En voiture. Mets-toi à l'aise. François, tu n'es pas un homme de posture. Tu essayes, tu m'as dit en préparant cette émission, de ne pas être un homme de posture. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est ce qui tue nos hommes publics, finalement? C'est d'essayer toujours d'être dans des carcans et de donner, avoir. Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est un petit peu le problème en politique. C'est-à-dire que beaucoup d'élus aujourd'hui vivent de la politique. Et le fait de vivre de la politique nous entraîne dans ces postures, parce que la seule question quand on est élu, c'est comment on va pouvoir se faire réélire la prochaine fois. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier à côté, qui fait que si demain j'ai plus la politique, j'ai mon métier et je peux repartir et continuer à faire ma vie. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut être authentique et vrai en politique, il faut aussi pouvoir dire merde de temps en temps. Et ça passe que si on a une porte de sortie qui passe par un métier et par une vie à côté de la politique. Aujourd'hui, tu es au conseil régional, à l'agglo et sur la com. Est-ce que tu te sens libre? Est-ce que c'est facile de maintenir? Je pense que oui, mais surtout, est-ce que c'est facile de maintenir cette liberté? Oui, c'est assez facile parce que je pense qu'il faut le dire dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'on est là de passage, que être élu, être maire, c'est une fonction. Mes enfants savent que c'est pas mon métier, que c'est une fonction qu'on exerce pendant quelques années de notre vie. Et puis ensuite, on va partir sur autre chose. Donc je pense qu'à partir du moment où les choses sont claires au départ, ça fonctionne. C'est comme dire non aux gens. Il faut savoir dire non. Je passe plus de temps à dire non qu'à dire oui dans ma fonction, parce que quand les gens viennent nous voir, c'est apprendre à dire non. Oui, c'est pas simple, mais je pense que les gens préfèrent aujourd'hui avoir une réponse négative que pas de réponse du tout. Ouais, bien sûr. Je t'ai toujours connu, donc ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît. Je pense que ça fait 20 ans qu'on se connaît. C'est ça, plus que ça. Exactement. Un peu plus même. Je t'ai toujours connu voulant faire de la politique. Même quand tu étais en formation à Sciences Com, même quand tu faisais tes débuts sur Radio Force 7 à Saint-Malo, juste après moi. Je suis content de le dire. La politique était ta vocation. Oui, moi j'ai toujours aimé ça. En fait, j'ai pris ma carte au RPR à l'époque en 1992. J'avais 16 ans, grâce à un monsieur qui habitait à Saint-Mathurin et qui s'appelait Albert Boire, qui était le papa du maire de La Roche-sur-Yon actuel. D'accord. Et qui m'a fait entrer en politique, le papa de Luc. Et donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'être pas mal investi dans la campagne de Jacques Chirac en 1995.
Chirac avait dit un truc à l'époque qui a déclenché beaucoup de choses chez moi. Pendant la campagne, il a dit « c'est le déclin quand l'homme dit que va-t-il se passer au lieu de dire que vais-je faire ». Et ça a déclenché beaucoup de choses chez moi en me disant effectivement, je ne peux pas être dans une posture où je dis qu'est-ce qui va se passer et voilà. Il vaut mieux dire qu'est-ce que je vais faire, comment je peux être acteur en fait. Voilà. Et c'est vraiment ce qui m'a guidé ensuite tout au long de ma vie. Voilà, plutôt que de critiquer, essayer de faire quelque chose justement, plutôt que de dire oh là, qu'est-ce qui va se passer, tout faire pour que ça ne se passe pas. Tiens, je vais te donner des noms de communes et tu vas pouvoir me les commenter. Allez, on commence. Facile, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ah, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, voilà, une belle cité balnéaire, port de pêche du littoral vendéen, où il fait bon vivre. Ton pays, mais d'adoption. Oui, mon pays d'adoption, j'y suis arrivé en 2002. Parce que moi, je suis né à la Chapelle-Achard. Voilà. Mon grand-père était maire de la Chapelle-Achard pendant 3 mandats. Moutier-sur-le-Lay. Ah, Moutier-sur-le-Lay, c'est la ville de mes grands-parents, c'est la ville de mon papa. Mes grands-parents sont à Moutier-sur-le-Lay. D'ailleurs, le maire des Moutier-sur-le-Lay est une cousine, Brigitte Hibert, ouais. Voilà, et c'est vrai que j'ai toute une partie de ma famille et de mes souvenirs d'enfance là-bas. Ouais. Mareuil-sur-Lay. Mareuil-sur-Lay, ça nous rappelle aussi beaucoup de souvenirs, des aventures de jeunesse. J'ai appris ça qui sont dans notre cœur. Non, mais parce que forcément, j'ai mes sources, en dehors de ce que je sais de toi. Tu aimes beaucoup Mareuil, tu aimes bien ce coin-là. Exactement. C'est un coin qui me rappelle des bons souvenirs. C'est bien, c'est très très bien. Bon, t'es quand même très très enraciné. Ton papa est de Moutier-sur-le-Lay, ta maman, elle était d'où? De la Chapelle-Achard. De la Chapelle-Achard. C'est la Chapelle. Donc c'est vraiment un enracinement en Vendée que tu as vécu. Bon, au départ, tu t'es destiné à devenir journaliste. Oui, tout à fait. J'ai aimé ça tout petit parce que j'aimais beaucoup écrire. J'aimais beaucoup filmer, j'aimais beaucoup interviewer les gens. Ouais. Donc ça s'est fait de façon très naturelle. C'est toujours le métier que j'ai voulu faire. Après, j'aimais tout, la presse écrite, la presse radio, la télé. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité de faire Sciences Com, qui est une école que tu connais bien. C'est une bonne école. Voilà, et puis après d'être embauché dans une agence de presse multimédia que tu connais bien aussi à Saint-Malo. Voilà, et donc là j'ai touché à tout, quoi. C'est l'avantage, j'ai touché à tout avec un super patron qui m'a tout appris. Périgot, si tu nous écoutes, depuis Nantes, Yannick Périgot. Enfin, on ne va pas vous en parler ici parce que vous le connaissez moins, mais très investi sur le Vendée Globe, notamment sur la promotion des skippers depuis de très nombreuses années. C'est notre mentor en commun. Un autre mentor, du coup, je saute un peu du coq à l'âne, puisqu'on en a parlé en préparant, c'est Jean-Claude Guilbault. Jean-Claude Darigot. Darigot, pardon. Ouais, tout à fait, ouais. Prêtre et journaliste, dis donc. Ouais. Et ça, j'ai appris ça en préparant l'émission. Jean-Claude Darigot, qui était grand reporter à France 2, il a présenté le journal dans les années 80. Ouais. Prêtre ouvrier, spécialiste des questions de religion, mais pas que. Très investi dans l'humanitaire, puisqu'il a créé pas mal d'associations, dont celle des enfants de Manille aux Philippines. Oui. Voilà. Et puis l'association Les Joyeux Petits Souliers d'Ukraine, que j'ai l'honneur de présider depuis 2008. Tu peux nous en parler, toi, comme quelque chose de charnel de l'Ukraine? Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis là-bas, de gens qui font quasiment partie de notre famille, que je connais depuis 25 ans maintenant. Donc forcément, ça a été extrêmement difficile cette période, puisque dans la nuit du 23 au 24 février et les nuits qui ont suivi, avec mon épouse, on n'a quasiment pas dormi parce qu'on était réveillés toutes les nuits par les coups de téléphone des amis qui nous disaient qu'ils partaient au front, qui nous disaient au revoir, des femmes qui nous disaient qu'elles ne voulaient pas que leur mari parte, des maris qui nous disaient qu'il fallait absolument qu'on accueille leur femme en France. Donc ça a été une période extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Et puis notre association humanitaire, qui a fait de l'humanitaire pendant 20 ans, est devenue d'un seul coup une ONG, à crouler sous les appels, sous les dons, sous l'arrivée de réfugiés. Heureusement que tu avais fait un peu de politique pour pouvoir un peu... Ouais, pour pouvoir caler tout ça. Tu vois ? Et on a organisé 10 bus en un mois. On a accueilli 500 réfugiés sur la France, dont 2 bus sur la Vendée. Ouais. Certains sont toujours là, d'autres sont repartis. Voilà, en tout cas, même accueilli du monde chez toi, parce qu'on a fait un reportage, non pas sur le maire, mais sur le citoyen qui accueillait... Exactement, et j'en ai toujours en ce moment, puisqu'on a en ce moment une maman et son fils. On écoute le morceau de musique. Je vais pas. Enfin, c'est en lien. Forcément, qu'est-ce que c'est? Dis-nous ce qu'on C'est l'hymne de l'armée ukrainienne, de l'armée de résistance ukrainienne, Tchervona Kalina, qui veut dire l'aubier rouge en ukrainien. D'accord. Et donc, c'est une très vieille chanson qui a été remise au goût du jour par les premiers soldats dans les jours qui ont succédé le 24 février. Et donc aujourd'hui,
toutes les familles ukrainiennes la connaissent, toutes les familles de notre association la chantent. Voilà, c'est un peu l'hymne des soldats ukrainiens depuis un an. Très bien, alors on écoute ça en même temps, alors on est en total décalage. Hein. Comme je sais que tu aimes le vin et que tu as eu du vin de la maison Moura pour ton anniversaire. Ouais, je sais, t'es bien renseigné quand même. T'es bien renseigné. J'adore ce genre de choses. On va au marché au vin à La Roche-sur-Yon. Ah, excellent. Jérémy Moura pouvait pas nous accueillir, j'aurais été ravi qu'on y aille physiquement, en plus c'est son terre, mais on peut pas. Donc on va au marché au vin à La Roche-sur-Yon. Super. On va se promener et puis on va continuer à échanger sur la simplicité des relations que tu as aux choses et aux gens. Ok ? Super. Allez, idée. on écoute. J'ai envie de te dire bienvenue au paradis. C'est terrible, parce que quand on est un élu, tu m'as dit ça aussi en préparant, c'est difficile de résister. Hein. Oui, on a faire beaucoup gaffe, de... hein. On est très sûr, sollicité. On a à la fois beaucoup de tentations, puis beaucoup de moments conviviaux. Ouais. C'est aussi ce qui fait le charme de cette fonction. Oui, c'est vrai. C'est aussi ce qui fait le charme de cette fonction, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inaugurations, beaucoup de pots, beaucoup de vernissages, beaucoup de choses comme ça. Et c'est très bien. T'as besoin de rôder tes discours, de travailler toujours, la manière dont tu discutes toujours, avec les gens. Comment tu fais ça? On travaille toujours, effectivement, tout ce qui est discours, tout ce qui est prise de parole. Ouais. T'as du monde qui écrit, qui te donne des petites notes, des grands éléments? Plutôt comme des moi, éléments quand je prépare techniques. l'émission, quoi. Plutôt des éléments techniques, mais j'aime bien écrire mes choses moi-même, en fait, même si j'ai les éléments techniques. Mais on a toujours l'impression que c'est naturel et que ça se fait sans répétition. Mais j'aime bien travailler ces choses-là, moi. Ouais. Donc, en général, je les prépare plutôt bien, avec les bonnes informations. Et puis, selon la durée, on essaie de caler ça. Mais oui, j'ai besoin de préparer, j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de le maîtriser. Ouais. Tu connais tout le monde sur ta commune? Tout le monde, non, mais la plupart des gens, quand maintenant. on se déplace et qu'on va en ville, en général, on rencontre plein de gens. Ouais. Bon. On va parler de Money Magazine. Comment t'es tombé dans l'argent? Par hasard, en fait. Par hasard, parce que j'étais à Saint-Malo et comme tout bon Vendéen qui se respecte, j'avais envie de revenir en Vendée. Et donc, j'ai trouvé un poste de journaliste dans cette société, en fait. Ouais. Et puis, voilà, j'y suis rentré en juin 2002. Et puis, de journaliste, je suis devenu directeur, rédacteur en chef. Ouais. Et puis, ça fait 21 ans que ça dure, donc ça fonctionne bien. C'est une niche, hein. La numismatique, c'est une niche, collection de pièces de monnaie. La première fois que tu m'as dit je bosse pour Money Magazine, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Surtout que j'en ai eu quelques-uns entre les mains, c'est des kilomètres de pièces dans les pages, à la fin, je crois. C'est ça. Alors, on a des euros, on a des billets, on a des francs, de l'or, et on a 3 revues, un mensuel et 2 trimestriels. Donc, on fait à la fois des cotations de toutes les pièces françaises du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, et puis également des articles sur l'histoire, sur l'investissement, sur le placement, sur les conseils, sur toutes ces choses-là. T'es collectionneur depuis? Non, pas du tout. Mais j'adore l'histoire, par contre. J'ai toujours aimé l'histoire. Et c'est ce qui m'a fait venir à ça. C'est plutôt toi qui t'en occupes. Ouais. J'ai toujours aimé l'histoire, j'ai toujours aimé ça. Et donc, forcément, c'est très lié. Quand on aime l'histoire, on aime la monnaie. Il y a des pièces qu'on ne connaît aujourd'hui qu'à travers ça. Donc, c'est important. L'hôtel des Gaules à Lyon, on n'a aucune gravure, on a juste une pièce de monnaie qui nous le montre, une très vieille pièce. Donc voilà, et puis il y a plein d'histoires sur les guerres mondiales, sur les nouveaux billets, sur les euros, sur les effigies, tout ça. Enfin, quelqu'un qui aime l'histoire, c'est passionnant. Ouais. Ah oui, donc les papiers historiques, c'est plutôt toi qui t'en occupes? Ouais, on se partage, on a une quinzaine d'auteurs en fait. Une quinzaine d'auteurs à travers la France et puis une vingtaine à travers le monde. Ouais. Et donc on se répartit les tâches et moi j'essaie de manager tout ça. Comment on travaille les cotations par exemple? Les cotations, on les travaille essentiellement par rapport aux ventes sur offre, ventes aux enchères qu'il y a dans l'Hexagone. D'accord. Et donc on a le résultat de toutes ces ventes sur offre. Et puis on travaille aussi quand, par exemple, il y a des destructions de lots. On sait qu'un lot de pièces a été détruit pour telle ou telle raison, donc forcément les pièces vont prendre de la valeur. Ouais. Voilà. Et puis après, on cote les pièces en fonction de leur année d'émission, en fonction de leur état de conservation, en fonction du différent de l'atelier, par exemple, quand il y a un atelier qui a frappé cette pièce. Donc ouais, c'est un peu une... Mais on t'amène des pièces à Money Magazine? On vous envoie des pièces en disant... On nous emmène des pièces pour estimation. Vous faites ça aussi? Ouais. D'accord. Et tout ça, c'est basé en Vendée? Tout ça, c'est basé en Vendée, ouais. C'est marrant, pourquoi en Vendée?
Parce que les personnes qui ont créé ça étaient vendéennes, en fait. Voilà. Et nous, on a repris ça en 2002. C'était basé en Vendée et ça reste en Vendée. D'accord. Voilà. Tout ça, c'est fait de chez nous. Et c'est le plus grand magazine numismatique français. D'accord. Il y en a d'autres. Ça veut dire qu'il y a Il y en a quelques-uns, un peu de concurrence. un petit peu de concurrence, D'accord. Bon, on n'en parle pas, on ne les connaît pas. François, il y a une question qui me taraude, mais qui, souvent d'ailleurs, dans la relation que peuvent avoir les élus avec leur territoire. Comment on travaille l'unité avec des gens qui ne pensent pas comme nous, voire qui sont un peu vindicatifs vis-à-vis de ce que toi, tu peux décider avec ton conseil municipal ou avec l'agglomération? Comment on travaille sur ce que ton devoir, c'est de les aimer, c'est d'aimer toute la population de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ouais, c'est ça. Puis après, il faut essayer d'être très consensuel. C'est-à-dire qu'il faut écouter les gens. Il faut leur donner la parole. Il faut essayer de les rendre acteurs. Des fois, on ne réussit pas parce que c'est très descendant tout ça. Donc, il faut écouter, il faut être acteur, faut faire du participatif. Mais il faut trancher une fois que tout ça est fait, en fait. Je reçois beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ne sont pas forcément contents de ce qui a été fait. À partir du moment où on les écoute, à partir du moment où on les respecte, à partir du moment où on les reçoit déjà, on prend du temps pour eux, on règle la moitié du problème, en fait. Et ensuite, on peut leur dire non à la fin. C'est pas forcément très grave parce qu'on les a reçus, parce qu'on les a écoutés et parce qu'on leur a dit pourquoi est-ce qu'on disait non, en fait. D'accord. Et au final, tu as le sentiment que ça se passe bien d'une manière générale avec ceux qui sont... Je ne parle pas forcément de l'opposition en tant que telle, mais qui sont opposés à ce que... Oui, parce qu'on... Politiquement, parce qu'on est quand même sur... Parce qu'il y a un respect, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on respecte les gens, on est bienveillant, même si on n'est pas d'accord. Voilà, on leur dit tout simplement pourquoi on n'est pas d'accord et pourquoi on ne peut pas accéder à la requête. Il y a un adage qui dit en politique, on ne devrait jamais connaître ses ennemis, sinon on risquerait de les aimer. T'en penses quoi? C'est vrai, je suis assez d'accord. Mais puis après, il y a aussi un jeu de scène. D'accord. Il y a aussi un jeu de scène qui fait qu'effectivement, lors de grandes assemblées, chacun joue un rôle. Mais quand on regarde l'Assemblée nationale, ils sont tous les uns contre les autres, ils boivent tous un verre une fois que tout est fini. Donc voilà, je pense qu'on... Ce qui est bien, c'est qu'il est fort en transition quand même. Il est très très fort en transition. Je t'ai préparé la transition. Allez, on va boire un verre, on va faire une petite dégustation. C'est juste pour profiter un peu du moment. Et puis, mais nous, on a l'occasion de le faire déjà dans d'autres cadres. Santé. À la vôtre, vous qui nous regardez. Vous faites ça avec modération, hein, c'est important de vous le repréciser. C'est un bon Mareuil. De toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. On est obligé de faire du Mareuil. Et du Mareuil. Parle-moi un tout petit peu de ton épouse. Pour terminer, et de ta famille, Anne-Sophie. Ton épouse est chanteuse, Blanche. Exactement. C'est pas difficile d'être la femme d'une chanteuse, le mari, pardon, d'une chanteuse? Non, je pense que c'est plus difficile d'être l'épouse d'un maire, en fait. Voilà, c'est plus compliqué. Le sens de la question. C'est plus compliqué. Ouais, c'est compliqué. Non, elle est intermittente du spectacle et donc elle a un groupe de chant polyphonique féminin qui s'appelle les Quetzels. Oui. Elle tourne aussi sous son nom Blanche et puis elle organise pas mal de stages pour les jeunes en période de vacances et puis elle dirige la chorale de l'Île-Dieu. Donc voilà, ça fait un emploi du temps plutôt bien. Et donc elle va souvent sur l'Île-Dieu? Toutes les semaines, tous les mercredis soirs. Oui. C'est un peu le mariage de la carpe et du... Alors, je ne dirais pas qui est la carpe et qui est le lapin. C'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Un homme public qui fait de la politique et une chanteuse. Ça, c'est déjà vu. Ouais, c'est ça. Si je peux me permettre. J'y pense en même temps. Ça s'est plutôt bien terminé pour le moment. C'est plutôt bien passé. Ça va. Ça s'est plutôt bien passé, ouais. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le jeu, c'est ça. Voilà. Tu n'as pas rencontré une chanteuse, elle l'est devenue alors que... Non, elle était déjà. Elle était déjà quand je l'ai rencontrée, ouais. Mais ça se décide pas forcément. Quoi. Bien sûr, voilà. bien sûr. Est-ce qu'elle a un mot à dire sur ton travail? Est-ce que tu l'interroges sur des choses je l'interroge beaucoup. Je lui demande beaucoup de conseils parce qu'elle a un regard un peu extérieur sur la vie politique, justement. Donc je lui demande beaucoup de conseils, ouais. Je vais lui faire lire des choses, je la questionne, je lui demande ce qu'elle ferait dans cette situation-là, ce qu'elle pense de ça, parce que nous on est tellement dedans que des fois on se fait une montagne de quelque chose qui au final est une futilité. Ouais. Donc ce regard bienveillant est très important. Comment tu qualifies votre relation? Tu es fusionnel quand tu lui parles beaucoup, comme tu as des qualités d'échange. Vous êtes en distance, chacun chez soi? Non, on est plutôt fusionnel et on se parle plutôt beaucoup. Ouais. On a la même passion pour la lecture, la même passion pour l'écriture, la même passion pour l'histoire. Voilà, donc tout ça, c'est un peu mon oasis quand la journée se termine et qu'on essaie de couper le téléphone, ou en tout cas de l'éloigner. La journée se termine... Ou pas. Ou pas. Donc c'est parfois un peu compliqué. C'est ça. Comment tu organises les temps de retrouvailles en famille aussi avec les enfants? Comment tu arrives à piloter les choses pour que ce soit pas trop compliqué? C'est toujours compliqué parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va rentrer en fait. Et on n'a pas d'heure de retour, on ne sait jamais si le week-end on va être là ou pas là, on ne sait jamais s'il va se passer des choses ou pas. Donc on essaie de se prévoir des temps en famille. On dit, par exemple, voilà, ce week-end-là, on se le garde
et on part. Ce week-end-là, on se le garde. Donc, on essaie de cocher tout ça en début d'année. Voilà, donc on est plutôt bien organisé aujourd'hui. En début d'année, donc là, tu as piloté jusqu'à la fin du mois de juin. Ouais, mais ça se décale beaucoup en fait. Donc, ça se décale, ça se recale. Non, c'est vrai qu'effectivement, je garde le dimanche après-midi pour la famille. Mais sinon, souvent, c'est du lundi matin au dimanche midi. Ouais. Le François Blanchet d'aujourd'hui, il sera comment dans 30, 40, 50 ans? Il se projette ou pas, finalement? Non, il se projette pas. Il est très heureux dans ce qu'il fait. Moi, j'ai pas l'impression de travailler, en fait. Je vais tous les jours au boulot et en ayant l'impression de pas travailler. C'est bien d'être équilibré comme ça. C'est vraiment un bonheur. Je m'éclate vraiment dans ce que je fais. Ça me passionne vraiment et donc ça me pèse absolument pas. Et le jour où ça me pèsera, le jour où j'irai à reculons, le jour où je me dirai que je suis pas fait pour ça, je pense que je passerai à autre chose. Je pense qu'on a plusieurs vies dans une vie. Et là, je suis en train d'en vivre une qui me plaît beaucoup. D'accord. C'est bien. Ce sera le mot de la fin. Santé. À la tienne. Merci beaucoup, François. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut.